volant d'une voiture, autant choisir une qui est ta gueule. Pourquoi vous n'êtes pas venu me voir tout de suite au lieu d'appeler la police? Qu'est-ce que vous voulez de moi? Demandez-moi tout, mais donnez-moi ce que je vous demande. Qu'est-ce que vous demandez? Oh, j'ai libéré les 2 taureaux. J'ai l'impression que tout est redevenu normal dans cette baraque. Française, Français, Belge, fans de Sega et du hérisson bleu, utilisateurs du costume de Tanuki, psychiatre, psychopathe, flic ripou et senior site à la carrière ratée. Bienvenue dans l'épisode 7 des rencontres du troisième geek. C'est l'émission de mars, l'émission du printemps, les vaccins repoussent sur les arbres et on commence presque à envisager de se lever du canapé. On aurait presque envie d'aller faire un tour dehors, mais comme il est 17h52, on va aller se balader jusqu'au frigo à la recherche d'un fond de soda bien frais. Le printemps, c'est le retour des séries tant attendues. Du moins pour ma part, par procuration, on ira rider avec le gang des motards des Mayans à la frontière mexicaine. Moins fun et plus anxiogène, la servante pourpre va retrouver combattre ses fanatiques de Gilead dans une saison qui pourrait bien être la dernière. Bref, encore quelques mois et on pourra se balader en t-shirt. Mes chers t-shirts sont prêts. Moi, un peu moins. Quand je me regarde dans le miroir, on voit bien que mon t-shirt The Last Guardian, c'est un peu arrondi. Je ressemble un peu plus à Tricot. Mais c'est ça, c'est la faute du couvre-feu, hein. Aujourd'hui, nous allons parler de rivalité dans les jeux vidéo. Dans un premier temps, nous ferons un bond en arrière de 30 ans. L'époque de la rivalité Sega-Nintendo, avant Internet. C'est-à-dire un temps où jamais on aurait pu dire Final Fight, c'est mieux que Street of Rage. Avant que le jeu Final Fight ne sorte, bien sûr. Dans un second temps, nous partagerons notre amour des méchants. Quels sont nos méchants préférés? D'où viennent-ils? Pourquoi sont-ils aussi méchants? Il y aura bien entendu les autres rubriques habituelles, que la Chine nous envie, michto pas michto, et les chroniqueurs vous répondent. Ce soir aussi, on lance un nouveau hashtag où pour les auditeurs, si vous voulez un peu participer à l'émission, même de loin sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à donner vos impressions, vos avis avec le hashtag LRD3G. La rencontre du troisième geek, donc sur Facebook, Twitter et sur Instagram, il me semble. Donc n'hésitez pas, on fera un petit point un peu pour puissiez un peu participer à l'émission. Donc ce soir, j'accueille 2 invités, mais avant ça, bien sûr, Franck sera notre Pat Le Guen habituel à la réalisation. Salut Franck. Salut. Et j'accueille aussi mes 2 invités du soir. Donc je l'ai invitée, même si elle préfère Star Trek à Star Wars. Bonsoir Caroline. Bonsoir Jérôme. Comment ça va? Ça va bien. Merci de m'avoir invité. Alors, est-ce que tu peux dire 2 mots, te présenter un petit peu? Eh bien, je suis montreuilloise. Je te connais parce que nous avons fait un projet ensemble, il n'y a pas si longtemps que ça. L'excellent livre 9300 où tu as fait les illustrations. N'est-ce pas? Parce que effectivement, ouais, c'est mon travail. Voilà, je suis illustratrice et voilà, j'en fais ma vie et c'est très bien comme ça pour moi. Est-ce que tu peux donner le nom de un site internet où on peut voir un peu tes travaux? Oui, ce sera. Alors, c'est mon nom en entier .net. Après, voilà, caroline.net. Je le mettrai peut-être dans les commentaires parce que c'est pas facile à écrire. D'accord. En tout cas, on pourra avoir à peu près tes réalisations et de pouvoir un peu suivre ton travail. Bienvenue à toi. Il supporte ma médiocrité depuis 1 an sur Warzone. J'accueille Yann. Salut Yann. Bonsoir Jérôme. Comment vas-tu? Ça va très bien. Alors Yann, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors à l'origine je suis éducateur, mais là en ce moment je suis en reconversion professionnelle pour devenir professeur des écoles. Ah, et tu habites à Rennes. Eh ouais, t'es le premier chroniqueur hors Île-de-France, même déjà hors Montreuil, mais hors Île-de-France. C'est ça. Bon, ah oui. Bienvenue à toi. Alors, on avait dit, premier sujet, on va aborder les grandes rivalités en passant par Sega et Nintendo, donc jingle, sujet 1. Sujet 1. Premier sujet ce soir, la rivalité entre Sega et Nintendo. Après, on pourra un peu élargir aux différentes rivalités dans le cadre des jeux vidéo. Alors, j'ai quelques petits rappels un peu chaque fois avant de commencer à débattre sur en tout cas entre Sega et Nintendo, avec en 83 sortie de la NES au Japon et en 87 en France, 1987, où il s'est quand même vendu 61 millions de NES.
Et en Europe est sorti la Master System en 87 aussi, mais qui a beaucoup moins marché. Et là, c'est une époque où Nintendo domine vraiment le marché du jeu vidéo par une campagne publicitaire qui est plus accrocheur et surtout des grandes exclusivités où ils signent des contrats afin que les développeurs ne passent uniquement par eux. Ça change un petit peu avec la Game Boy, donc qui était vendue à 118 millions d'exemplaires, et face à la Game Gear aussi, mais ça qui s'est un peu cassé la figure. Et la rivalité continue jusqu'en 1988 avec la sortie de la Mega Drive, qui s'est vendue à 37 millions d'exemplaires, et en 90 la Super Nintendo, console excellente dont on parle encore à l'heure actuelle parce qu'il sort des modèles mini, qui s'est vendue à 49 millions d'exemplaires. Donc on voit que chaque fois Nintendo a mis un peu des roustes à Sega jusqu'à ce que Sega arrête largement des années plus tard. Mais là, je vais commencer un peu par ça. Quel souvenir vous en gardez, vous, de la rivalité? Est-ce que c'est quelque chose qui se discutait dans les cours d'école? Moi, j'ai un truc à dire d'abord, si ça dérange personne. Vas-y, t'es là pour ça. Je viens d'apprendre quelque chose. C'est que moi, j'étais persuadé qu'elle était sortie en 85. De quoi? La Nintendo, la NES. Ah, moi, j'ai 83 au Japon, sous le nom Famicom. Ouais, et en fait, je viens de regarder, t'as raison, c'est 87, mais là, j'ai bossé à l'émission. J'étais persuadé qu'elle était sortie en 85, et du coup, ça me paraît étrange, parce que je me dis qu'en 87, j'avais déjà 10 ans, et j'ai eu l'impression de l'avoir eu avant mes 10 ans. Alors, puisque tu l'avais, est-ce que tu te rappelles des jeux que tu avais? Mario, Super Mario Bros, j'avais Tortue Ninja, un jeu impossible. Ouais. Qui rendait complètement fou. Tout à fait. C'est ça te fait. Caroline, tu as connu le Tortue Ninja? Non, je l'ai pas connu. En fait, j'allais dire, mais juste après, chronologiquement, moi en 87, j'avais 3 ans. Donc j'ai vraiment plutôt eu la Mega Drive en premier souvenir permanent à la maison. Donc je pense au tournant des années 90. Avant ça, j'avais eu la Nintendo, donc celle que tu as évoquée. Mais voilà, donc moi j'avais vraiment Mario. Ça c'est ton premier souvenir pour la Nintendo. Pour la NES. Ouais, ça doit être ça. Après, moi je jouais beaucoup à oh là là, voilà, plusieurs choses. Moi je me souviens, il y avait Aladdin, mais c'était plus de mon âge du coup. Aladdin, grand jeu. Grand jeu, ouais. Mais j'avais aussi la Game Gear. Ah, tu as eu la Game Gear. Alors, est-ce que tu veux nous parler de ton traumatisme de la Game Gear? Pourquoi un traumatisme? Non, parce que en fait, est-ce qu'elle a pas trop marché? C'est parce que elle coûtait plus cher, elle avait beaucoup moins d'autonomie. Et bon, tu peux nous expliquer aux plus jeunes, aux gens qui connaissent pas, en quoi la Game Gear était intéressante a priori? A priori, alors encore une fois, moi quand j'y jouais, je devais avoir 7-8 ans. À tout casser, et moi ça me passait au-dessus de la tête ces histoires de ça coûte cher par rapport à il n'y a pas assez d'autonomie ou de jeu, etc. Mais pour moi j'étais vraiment fan de ce truc. Je la planquais sous mon oreiller pour jouer la nuit sous la couette. Et oui, parce que voilà, j'avais Sonic et j'avais Jurassic Park qui était excellent. Et donc pour moi c'est surtout c'est un très très bon souvenir. Je ne suis même pas au courant quand je vois Yann qui fait waouh, elle a eu une Game Gear, je sais même pas pourquoi. Parce que c'est beaucoup plus rare. Yann, c'est quoi ton? J'avais une Game Boy moi. Ah voilà, tu fais partie de l'équipe Game Boy. Alors l'avantage, ce que tu dis Caroline, c'est que on pouvait jouer la nuit forcément avec la Game Gear parce qu'elle avait un écran couleur et rétroéclairé, ce qu'il n'y avait pas sur la Game Boy. Et après il y avait un autre ustensile qu'on pouvait acheter avec une loupe. Ouais. Et voilà. Et tu joues à quoi sur la Game Boy, Yann? Tetris. Ouais, c'était livré avec. Ouais, en fait, si tu veux, les jeux au final, ils étaient quand même chers. Donc, j'ai pas eu beaucoup de jeux sur Game Boy. C'est pas un énorme souvenir pour moi la Game Boy. J'étais plus console de salon en fait. Et Caroline, je sais bien que t'étais jeune à cette époque-là, mais est-ce que c'était quelque chose que t'avais demandé ou pas, ou on te l'avait offert comme ça? Non, en fait, je m'en souviens pas très bien, mais je sais que j'avais un de mes parents qui était très absent souvent et qui du coup ramenait des petits cadeaux des fois. Je pense que ça a dû être dans ce paquet-là. Et quand tu jouais à Aladdin, c'était sur quoi? C'est sur la Mega Drive. Ah, et toi Yann, est-ce que tu as déjà joué à Aladdin? Oui. Sur la Super Nintendo? Il me semble, oui. Alors,
Bon, Les deux, Mega Drive aussi, parce que j'avais un ami qui habitait à côté de chez moi qui avait une Mega Drive. Ah, parce que je sais pas si vous savez, mais il y a énormément de débats sur Internet sur savoir laquelle est la meilleure version sur la Oui. version Mega Drive. Et voilà, et il y a des gens qui ont du temps à perdre, qui s'ennuient un peu le Exactement. soir après le travail en même temps. Voilà, mais ils en parlent de ça. Alors, est-ce que dans vos souvenirs, et vous avez encore en tête la guerre ou la rivalité entre les pros Nintendo et les pros Sega? Est-ce que ça vous parle, ça? Yann, tu hoches de la tête, on a la radio. Et Caroline, moi? Oui, pardon. Je vais laisser commencer Yann. Écoute, c'était cours de récré. Moi, j'étais Nintendo. Alors, et d'une, parce que la Nintendo, elle est sortie en fait avant, un petit peu avant, il me semble, hein, même en termes de mois, que la Master System. Et j'avais beaucoup de collègues qui étaient Sega, et moi, j'aimais pas Sega en fait. Et tu peux nous dire pourquoi? Parce qu'après, tu vas devenir enseignant, donc est-ce que c'est lié ou pas? Tu pourras nous le dire? Absolument pas. Non, en fait, comme j'ai baigné moi direct dans Nintendo, c'est vrai que je me suis vachement, j'ai tellement adoré l'univers Mario et le petit côté très enfantin, mais en même temps hyper coloré de Mario. Et en fait, j'ai eu une Master System aussi, mais je me suis beaucoup moins éclaté sur la Master System. Alors je sais pas pourquoi. Est-ce que les jeux peut-être pour moi étaient moins bons? J'ai l'impression que les jeux étaient moins bons. Mais c'est sûrement pas. En tout cas, il y a une pléthore de jeux NES avec des. Bah, tu parlais de Tortue Ninja. Après, les trois Mario qui se sont enchaînés, les Pro Protector, les autres trucs, c'était assez. Kid Icarus. Kid Icarus, bien sûr. Bien sûr. Mais ça, c'est des jeux maintenant qu'on y joue, c'est vraiment jouable, hein, parce que c'est super dur. C'est vraiment, hyper dur. À l'époque, on était beaucoup plus patient. Ouais. On n'avait pas le choix en même temps. Hein. Non. Il n'y avait pas de sauvegarde. Il y avait des jeux avec pas de sauvegarde. Et toi, Caroline, est-ce que tu avais des amis qui jouaient ou pas? Eh bien, moi, j'étais hyper isolée en fait. Il y avait vraiment pas d'amis qui en avaient autour de moi. C'était pas la culture de là où je devais habiter ou la période. Peut-être que c'était un objet cher et qu'ils pouvaient pas se permettre. Mais encore une fois, je pense vu qu'il y a un décalage d'âge et j'étais plutôt jeune quand moi c'est arrivé dans ma vie. Les autres, ils n'avaient pas ça en fait. Et en plus, tout ça s'est perdu de vue parce que j'étais sur la Mega Drive et quand ils ont arrêté, en fait, j'ai arrêté pareil et c'est revenu bien plus tard en fait les jeux vidéo dans ma vie. Ah, et quand la Mega Drive s'est arrêtée, t'as pas poursuivi? Oui, enfin, déjà bien avant parce que du coup, on a perdu dans un déménagement celle que j'avais. Grande tristesse. Eh oui, grande tristesse. En fait, rien n'est réapparu vraiment. Enfin, j'ai joué sur l'ordi, mais voilà. Moi, c'est repris avec la PlayStation quand j'avais 15 ans, quoi. Ah oui, t'as quand même un sacré gap entre les deux. Voilà. Alors, ouais. pour élargir un petit peu, parce que un peu sur la rivalité, alors j'ai fait un peu un topo sur les différentes rivalités qui existent. Alors, vous allez pouvoir me dire quelles sont un peu vos préférences, même si c'est un peu plus à l'heure actuelle. Les différences GTA ou Saints Row, préférez quoi? GTA. Hein. Ouais, GTA. Gran Turismo versus Forza. Alors là, on est sur du... on est sur PlayStation versus... Gran Turismo. Gran Turismo. Gran Turismo, ouais. Resident Evil versus Silent Hill. Ah, c'est plus compliqué là. Bon, je vais lancer, je vais dire Resident Evil. Ouais, je dirais Silent Hill, moi. Je dirais Silent Hill, bah oui. Le premier, il est exceptionnel. C'est vrai. Mais il est moche maintenant, il est exceptionnel. Ah, il est horrible, mais à l'époque, il était exceptionnel. Street Fighter versus Mortal Kombat, c'est quoi votre... Street Fighter. Street Fighter. Ouais, bon, on n'est pas King of Fighters. Oui, c'est bien aussi. Si, c'est bien aussi. Ouais. PES, FIFA. Ah, j'ai un truc à dire là-dessus. Là, j'ai un truc à dire là-dessus. Vas-y. Alors, FIFA FIFA jusqu'à 98. Ensuite PES et FIFA revenu il y a une dizaine d'années. D'accord, donc c'est très précis. Ou à peu près. Sachant que je joue jamais aux jeux de foot. Hein. Ah, en plus. Enfin, pas trop. Bon, Battlefield versus Call of Duty. Mon cœur balance là, je sais pas. Call of. Ah. Bon, Mario versus Sonic. Bon, Mario. Ah, j'ai envie de dire Sonic pour pas parce que. Oui, je suis d'accord. Sonic est très bien aussi. C'est très difficile de les départager.
Mais je pense que pour les jeunes générations, et je fais un peu de rétro gaming dans le cadre de mon activité professionnelle, les enfants sont beaucoup plus marqués par la vitesse de Sonic que par Mario. Il tombe dans le premier trou et je m'arrache les cheveux. Hein, c'est vrai qu'il y a une vraie différence générationnelle et on voit bien que Sonic, ça va super vite et c'est un des arguments d'ailleurs de vente sur Sonic parce qu'il allait plus vite que l'écran, alors que Mario, ça restait un peu plan-plan. Je vous invite à aller voir sur YouTube les anciennes pubs Sega, avec à l'époque aux États-Unis où ils montraient deux écrans dans un magasin. Et d'un côté il y a Mario World et de l'autre côté il y a Sonic. Et c'est une caméra subjective et l'acheteur il veut à tout prix, il voit Sonic, il veut absolument voir Sonic. Puis il y a eu toutes les pubs Nintendo. C'est un argument chaque. C'est à l'époque où ils comparaient vraiment les deux produits. Bon, sinon j'avais Star Wars versus Star Trek. Ouais, c'est pour toi, Caroline. Star Wars. Star Trek. C'est un long débat. Qu'on a avec Caroline, qui est plutôt Star Trek. J'aime bien Star Trek quand même. Hein. Ah oui, non, mais moi, y a pas de problème. Je suis d'accord pour qu'on soit pas d'accord aussi. Est-ce que si vous aviez une console maintenant à montrer à vos enfants ou à racheter, vous achèteriez laquelle? Entre Sega et Nintendo? Oh, Nintendo, clairement. Et il y avait quoi comme jeu que tu voudrais montrer? C'est-à-dire que du coup avec la Nintendo Switch, on a accès avec le online à plein de jeux NES. Ah, c'est vrai. Et du coup, je leur ai montré les 3 premiers Mario et même des jeux comme comment s'appelle la petite boule rose là qui Kirby, voilà. Et des jeux comme Kirby, des trucs comme ça, ils ont bien aimé. Ok. Et toi, Caroline? Ouais, moi je trouve que c'est une bonne option la Switch parce que voilà, pour exactement ces raisons-là, ça permet d'avoir accès à des jeux, on va dire d'anthologie qui rappellent l'enfance et tout ça. Et puis voilà, je prendrais juste pas la Mega Drive parce que si je dois mettre les Looney Tunes, j'aurais cette musique entêtante encore dans la tête que je pourrais chanter là encore, mais je vais pas le faire. Mais je la connais par cœur. Maintenant, on l'a tous en tête, effectivement. Ouais, voilà, c'est cadeau. Moi, je propose comme punition pour les enfants, c'est de refaire le niveau sous la mer, là, sous l'eau, des Tortues Ninja. Il faut désamorcer les bombes. Non. Voilà, non. tu vas tout de suite. Non. Ça vous parle, ça te parle, Caroline? Je crois que j'ai. Non, c'est parce que j'y ai pas joué moi-même, mais j'ai dû voir une vidéo de gens qui se plaignaient de ce niveau-là. Non. Juste. Voilà. C'est pas possible. Voilà, je vois la réaction d'Yann. J'ai failli tuer ma frangine une 15aine de fois à cause de ce jeu. Ah. Donc non. Non. Si elle nous écoute, Ce jeu est atroce. Et dernière question avant qu'on passe à l'autre rubrique, est-ce que vous avez été déçu par la suite des consoles de la marque de votre choix, par exemple? Est-ce que après les Super Nintendo, la 64, ça vous a déçu? Est-ce qu'il y a eu est-ce que vous avez switché vers d'autres marques ou pas? J'entends une musique. Ouais, ça c'est Street Fighter. Ah ok. C'est Franck qui s'amuse. Ah ok. Moi je peux dire directement que quand la Nintendo 64 est sortie, je me suis rué dessus. Ah. Et j'y ai joué de manière gargantuesque. Avec des amis quand on jouait à GoldenEye, ce genre de jeu. C'était à 4 manettes, oui. Voilà, c'est ça. Et même FIFA 98, auquel j'ai joué, les Street Fighter et tout ça, c'est une console que j'ai vraiment adorée, même si, avec le recul, la manette est absolument atroce. Je me rappelle plus qui c'est qu'il y avait en face de la 64. C'était la Dreamcast? Non, c'était après? Non, la Saturn. Ouais, la Saturn, ouais. Et toi, Caroline, tu avais dit tout à l'heure que t'es passé directement à la PlayStation? Oui, c'est ça. Et je pense que je reviendrai. Alors, en fait, moi, c'est pas tellement une console qui a été problématique ou pas vers laquelle je serais allée. C'est parce que j'ai eu beaucoup de mal au passage au jeu en 3D. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais, j'affectionne beaucoup ce truc de voilà la 2D, tout ça. C'est peut-être parce que je reste en fait dans cet univers-là, mais voilà. Donc oui, je reprendrai. Moi, c'était la PS2 et en fait, je reprendrai ça parce que j'ai gardé mes disques, mes CD du jeu de l'Odyssée de Abe. Ah, bien sûr. Ah, très bien. Voilà, qui est vraiment top comme jeu. Ah oui. Qui fait très 2D au final. Et oui, il est en 2D. Il est en 2D.
C'est la dernière. Ah ouais, il est en 2D. Complètement, ouais. Il est sorti en 3D aussi, mais voilà, là ils ont sorti une vraie version finale parce que c'est vraiment indépendant comme jeu et ça a mis du temps, mais là donc je verrai à quoi ça ressemble bientôt. C'est vrai que c'est une bonne licence, ça. C'est peut-être un peu sous-estimé, je sais pas. Parce qu'entre temps, il y a eu d'autres. Cherche la Ubisoft là, celui qui a pas de main. Là. J'oublie le nom. Ah, C'est pas grave. Rayman. Rayman. Ouais. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a donné envie de pouvoir tester des anciens jeux, pourquoi pas de les faire, de les montrer à vos enfants si vous en avez ou à vos neveux et nièces. On va passer tout de suite à la rubrique Michto, pas Michto. Jingle. Michto, pas Michto, je rappelle le principe. J'ai un certain nombre de news que j'ai récoltées sur le web. Donc, si ça vous intéresse ou vous trouvez ça cool, vous dites Michto. Si ça vous intéresse pas, vous dites pas Michto. D'accord? Alors, Michto, pas Michto, Army of the Dead, c'est le nouveau film de Zack Snyder qui sortira le 21 mai 2021 sur Netflix. Alors, Michto, pas Michto? Michto. Michto? Ah, Zack Snyder, grand fan? Oui. Enfin, moi, oui. Pas nécessairement. Bon, en tout cas, c'est un film Netflix. Hein, de toute façon, comme ça, on n'a pas besoin d'attendre qu'un film soit repoussé 10 fois au cinéma, hein, comme un certain Camelot. Malheureusement, ouais, je sais que tu l'attends, Yann. Ouais. Michto, pas Michto, un nouveau Space Jam arrive avec LeBron James, mais sans Pépé le putois. Je sais pas si vous avez suivi cette polémique. Oui. Alors, déjà, un nouveau Space Jam, Michto ou pas Michto? Pas Michto. Alors moi, je peux répondre les deux. Oui, tu peux répondre les deux. Alors Michto parce que j'aime bien Space Jam et pas Michto parce que ils sont en train d'en faire un produit totalement stérile. Alors du coup ils ont enlevé Pépé le putois, mais ils ont enlevé aussi tous les attraits féminins de la lapine. Ah bon? Tout à fait. Et ça on n'en parle pas. On en parle sur le net. Ah. Parce que les féministes trouvent que le personnage est trop sexualisé, donc ils l'ont en fait rendu tout simple avec des jambes toutes droites, alors qu'en fait dans le premier c'était un personnage qui était assez sexy et qui représentait un peu la femme fatale, un peu comme Jessica Rabbit. Et en fait ils ont complètement gommé ça, ce qui fait que pas Michto en même temps parce que je pense que je ne regarderai même pas. Et toi, Caroline? Moi, je dis pas Michto, je suis déjà passé à côté du phénomène du premier. Voilà. D'accord. Franck, on entend ce que tu passes. Juste pour te dire. Une série animée Terminator arrive sur Netflix. Alors, j'ai pas sorti toutes les séries animées qui arrivent sur Netflix, mais faut savoir que au moins 10 séries improbables arrivent en dessin animé sur Netflix. Mais une série animée Terminator sur Netflix? Michto. Non, pas Michto. Alors, série animée veut pas dire pour enfants, hein, ça va pas être un Terminator pour enfants. Oui. Je pense pas, mais bon, des fois on se demande ce que c'est bien foutre là, mais il y a aussi Tomb Raider qui arrive, enfin énormément de choses assez stupides. Michto, pas Michto, Bethesda et Lucasfilm préparent un jeu Indiana Jones, et ça pourrait être une histoire originale, et ça serait peut-être en monde ouvert. Michto? Moi les deux, parce que Bethesda depuis quelques années ça va pas. On te fait un peu les réponses des Normands, oui, non. Je dirais oui et non. Oui en soi parce que le projet m'intéresse, mais Bethesda, là maintenant que tu viens de me citer Bethesda, déjà ça me fait un peu peur. Skyrim quand même, ça tient la route, non? Ouais, enfin c'est buggé beaucoup, puis les derniers jeux de Bethesda sont très buggés. Ah oui, c'est vrai. Très, ils se sont ramassés un petit peu là-dessus. Hein. Je sais pas si vous avez suivi l'actualité Bethesda, mais... ils sont rachetés par Microsoft, c'est ça? Oui, c'est pas pour rien. T'as dit quoi, Caroline? Non, moi je découvre des actualités très poussées. C'est très poussé. Merci. Ça sert à ça, une mission d'utilité publique. Michto, pas Michto, une rumeur... Il y a une rumeur comme quoi il y aura un remake de Metal Gear Solid sur PS5. Du premier? Metal Gear Solid, donc celui de PS1 sorti en 98, qui est mon jeu préféré de tous les temps. Pas le Metal Gear tout court. Metal Gear Solid, avec Solid Snake, tout ça. Parce que tu sais, il y a le tout premier qui est sorti sur NES. Oui, il s'appelle Metal Gear. Voilà, c'est ça, Metal Gear. Il n'y a pas Solid dessus. Ok, donc Michto.
Caroline? Ok, Michto. Attention, c'est du Oui, lourd. ok. Michto pas Michto, Jean-Luc Azoulay a confirmé de faire un revival des séries Les filles d'à côté et Premier baiser. Oh mon Dieu. Pardon. Pas Michto. Pas Michto? Non. Michto à mort. Michto mort? Bah, Ah bah ça peut que être épique. bah, je te forcerai à faire des résumés. Michto pas Michto, Steven Spielberg et les créateurs de Stranger Things, ils veulent adapter une nouvelle de Stephen King dans un nouveau programme pour Netflix. Michto. Michto. Fan de Stranger Things, moi j'adore. J'adore. Ouais, c'est cool. Ouais, c'est cool. Michto pas Michto, dans la possible saison 2 de Lupin, Omar Sy il pourrait avoir comme adversaire Sherlock Holmes. C'est une rumeur. Alors, je sais pas si c'est une rumeur. Non. Michto. Je Par comprends curiosité. pas. Je comprends pas. Tu comprends pas? Bah déjà, Omar Sy n'est pas Lupin, donc je vois déjà pas comment il pourrait avoir Sherlock Holmes. Bon. Bah, Alors, ça serait un fan de Sherlock Holmes, du coup. oui, ce sera ça. C'est un combat de fans. D'accord, bah, Michto. Michto? Ouais. Michto, ouais. Bon. Michto, pas Michto, le réalisateur du prochain film Mortal Kombat rassure les fans sur la présence de Johnny Cage, absent de la bande-annonce. Si vous êtes fan de Mortal Kombat, les fans ont dit on voit pas Johnny Cage, ils sont inquiets. Mais il a dit c'est bon. Johnny Cage. Oui, le Mortal Kombat, c'est un combattant de Mortal Kombat. Ah oui, pardon. Oh là là. J'ai... Caroline, ça Ça me parle pas du tout. Non. Oui. Non, mais le premier, c'est une catastrophe. On est quand même tous d'accord, hein, je pense. Il fait partie des nanars intergalactiques. C'est vrai. Au même titre que Street Fighter avec Jean-Claude Van Damme. C'est vrai. Donc je veux pas Michto. Michto, pas Michto, un nouveau film Star Trek en préparation avec J.J. Abrams. Michto. Oh là. Hola. Je vais dire Michto parce que je suis intéressée de voir tout ce qui se fait, mais moyen Michto parce que il y a trop de lumière dans ces films là, dans l'espace. Ah bah voilà, il y en a un qui voit le cauchemar. Ah oui, mais c'est ça que j'aime bien moi aussi chez J.J. Abrams. C'est une esthétique. Ouais, il joue beaucoup avec les lumières et les reflets dans la caméra. C'est ça. Mais non, Michto. Michto. Bah oui, Ah, j'ai vu les premiers. Il bouffe à tout l'atelier quand même, J.J. Abrams. Oui. Ouais. Il y a une nouvelle série, Michto, pas Michto, une nouvelle série animée Astérix, réalisée par Alain Chabat pour Netflix. J'ai pas compris le titre. Alain Chabat va produire une nouvelle série d'animation Astérix pour Netflix. Astérix. Moyen Michto. Moi je dis Michto. T'as quand même envie de voir ce qui se passe. Pour les blagues. Ouais, c'est pour les blagues. Bon. Eh ben, Franck fait des grands gestes, donc il est l'heure de passer au sujet 2. Donc, jingle sujet 2. Jingle sujet 2. Sujet 2 sur les méchants dans le cinéma. Alors c'est un sujet que j'avais voulu aborder depuis très longtemps, mais après il fallait que je trouve des chroniqueurs qui étaient prêts à relever ce défi parce que les méchants c'est quand même super important dans les films. Alors j'ai préparé quelques trucs, mais d'emblée j'ai envie de vous poser la question, qu'est-ce qu'un bon méchant? Caroline, explique-nous pour toi, qu'est-ce qu'un bon méchant? Faut vraiment qu'il fiche la frousse, qu'il soit dénué d'émotion et de morale. Ah oui, tu mets la barre. J'ai quelques exemples en tête, mais j'attends qu'on arrive aux exemples. Ah, j'ai un classement des meilleurs méchants sur les sites internet. Et toi, Yann? Alors moi, je considère déjà qu'il y a deux catégories. Ah, le Normand. Je suis pas normand. Hein, non, mais sérieusement, pour moi, alors il y a le méchant qu'on aime parce qu'il est méchant et qu'on kiffe parce qu'on le trouve cool, et il y a le méchant qu'on déteste réellement. C'est-à-dire le méchant, on a envie qu'il crève à l'écran. Ce qui n'arrive pas souvent. Souvent, on aime bien les méchants et limite, moi j'aime bien quand les méchants gagnent, mais pas tous. Oh là, ah, ça fait un 2. Quand le méchant gagne, on se dit va y avoir un deuxième. Ouais. Puis des fois, c'est parce que dans la vie, les méchants gagnent aussi. C'est vrai. Oh, c'est totalement vrai ce que tu dis. Alors, j'ai devant moi un classement
des 10 plus grands méchants. Alors je sais pas qui a voté, c'est pas un classement Télérama, c'est un classement je sais pas quoi. Bon, en tout cas, est-ce que vous avez une idée de qui est premier dans ce classement? Vas-y, Oui. Caroline. Hannibal Lecter, Ah, t'as regardé le même site, t'as bossé aussi t'as préparé l'émission? un petit peu. On Mais va aller voir franchement, le j'ai même film. pensé à lui quand même. C'est vrai? Et toi, Oui. Yann, t'aurais dit quoi? Bah, j'aurais dit le Joker, moi. Le Joker? Et le Joker de Nolan. Oui. Celui qui est joué par Heath Ledger. Bien sûr. Mais il est dans le top, il est 10e dans le top. Mais il est... ok. Ouais, mais c'est vrai que les gens pensent à ça parce que les gens ont un peu une mémoire courte aussi. Hein, faut savoir, c'est un peu la culture de l'instant. En deuxième, c'est un méchant. Alors, c'est peut-être le seul méchant de la liste, quasiment, où on peut avoir des t-shirts, on peut avoir des chaussettes, on peut avoir des mugs et du papier peint. C'est Dark Vador, Darth Vader. Voilà, c'est le méchant numéro 2. Alors, on pourra revenir un peu dessus parce que c'est un méchant particulier. Sinon, en 3, nous avons Norma Bates, bien sûr. En 4, Alien, hein, c'est le méchant non humain. En 5, il y a un méchant qui n'existe pas. C'est Kaiser Soze. Ah. C'est de la liste des méchants qui n'existent pas. Nous avons ensuite en 6e position John Doe de Seven. Enfin, celui qui n'a pas de nom, voilà. En 7, Aman Goeth dans la liste de Schindler. En 8, nous avons Alex Delarge. Alors, c'est dans Clockwork Orange Mécanique. Ouais. C'est un méchant. En 9, Miss Ratchet de Vol au-dessus d'un nid de coucou. Et en 10, ah ouais. Non, alors, formidable. Et ouais. en 10, le Joker de Dark Knight. Alors, dans la liste, là, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous choque dans la liste que je vous ai nommée, là? Ouais. Bah, vas-y. Bah, déjà, je me demande ce que la Alien vient faire là-dedans. Ah bah c'est quand même un méchant qui a 5 films à lui tout Oui, seul. mais il a pas d'agenda en fait. Pour moi, c'est pas un méchant, c'est un animal sauvage, quoi. C'est comme si tu disais que, je sais pas moi, le Jurassic Park ou le loup dans, T-Rex je sais plus quel. Ouais, voilà, c'est comme si tu me disais le T-Rex dans Jurassic Park est un méchant. Donc, je suis pas d'accord avec ce classement, par exemple. Et toi, Caroline, tu t'es d'accord avec Yann? Oui, dans la mesure en fait où on est clairement sur une bête, mais dans le film en fait, c'est ce que ça symbolise en fait, de l'horreur, de la cruauté, parce que la nature en fait, elle discrimine pas et elle a besoin de suivre son chemin. Et en fait, en ça, c'est pas un méchant. Les méchants en fait, c'est la Wayland, c'est la compagnie qui envoie en fait les gens se faire intubé, etc. Exactement. Mais il y a il y a cette profondeur en fait qui fait que on pense que c'est Alien, enfin le xénomorphe qui est méchant. Bon, on va mettre de côté tout ce non l'humain, d'accord? Non mais c'est vrai parce que effectivement il y a un jeu d'acteur qui est très bien, mais si on sait que c'est un personnage dedans, que cette bête n'existe pas. Oui. Alors je vais revenir un peu sur les détails. Est-ce que pour vous un bon méchant doit avoir une maison de méchant qui va bien? Un méchant doit avoir un lieu à lui qui représente un peu son côté méchant, parce que pas du tout. Pas nécessairement, non. Parce que ça c'est surtout dans les James Bond où le méchant il a quand même genre la classe, Non, c'est pas quelque chose qui vous. Non, c'est peut-être là j'ai pas d'exemple qui me vient en tête. Tu me parles de James Bond, alors c'est vrai que eux ils ont tous leur sorte de fief. Avec leur armée, avec des couleurs et tout ça, mais il y a plein de méchants qui ont pas ça. Donc ça peut pas être une généralité, je pense. Yann, pareil, t'es d'accord avec ça? Oui. Ah oui, oui, le méchant, pour moi, il suffit à lui-même, hein. Il a pas besoin, même ni d'accessoires, ni de... Pour moi, c'est le regard. Ah, il faut un regard de méchant. Oui. D'ailleurs, à ce titre, j'aimerais faire une petite parenthèse. Enfin, non, c'est pas une parenthèse, pardon. J'aimerais vous donner, pour moi, le pire méchant du cinéma. Mais vas-y. Et je pense que personne ne le trouvera, celui-là, mais allez regarder ce film, si vous l'avez jamais vu. C'est pas un très bon film, hein. C'est Le Patriote avec Mel Gibson, de Roland Emmerich. Jason Isaac campe un colonel dans ce film qui est absolument ignoble. C'est-à-dire que moi, quand j'ai vu le film, j'avais envie qu'il meure à la seconde. Il joue très bien son rôle, il a un regard incroyable, cet acteur. De toute façon, il est incroyable, cet acteur. Mais il joue un colonel, on a envie qu'il meure tout de suite. Et pour moi, c'est le pire méchant du cinéma, ce mec. Est-ce qu'on peut faire un rapprochement avec le sergent Hartman de Full Metal Jacket ou pas du tout? C'est un peu le même style? Pas du tout.
pas du tout. Pas du tout, parce que dans Full Metal Jacket, il a un côté bonhomie, un peu genre, un peu ringard, qui fait que limite il fait presque pitié, je trouve. Alors que là, on parle vraiment d'un vrai méchant, qui n'hésite pas à tuer devant son père un fils, quoi. Ah oui, c'est du lourd. Et toi, Caroline, t'as une autre figure de méchant comme ça, un peu, c'est un méchant sacré, Moi, ceux qui me fichent pas mal la trouille, c'est les intelligences artificielles, en fait. Comme HAL 9000 Ah, c'est dans 2001. dans 2001. il était après, hein. Il était dans les top 20, je crois. Mais comme Ouais, j'ai pas vu ce film, Hein? oui, je sais. Oui, bah écoute. Non, mais c'est vrai qu'il dure longtemps, mais faut s'y coller, quoi. Vraiment, voilà, que ça soit décidé ainsi. Enfin, voilà, il y a. Je sais pas, je trouve ça vraiment flippant que l'ordinateur, suite à une erreur d'algorithme, décide de buter l'erreur qui est l'humain, en fait, etc. Je trouve que c'est très voilà. Bon, j'ai pas peur à pas pouvoir dormir, mais c'est inquiétant parce que c'est quelque chose qui est presque dans notre présent. Mhm. Je suis Voilà. complètement d'accord. Merci. Est-ce que pour vous, un bon méchant doit être nuancé ou pas forcément? Est-ce qu'il doit avoir des failles? Parce que là, par exemple, pourquoi je vous pose la question? Parce que dans Dark Vador, qui est quand même le méchant numéro 2, alors que bon, il y a des méchants qui ont fait beaucoup plus de trucs cruels. Il y a quand même à la fin où bon, il y a un revirement un peu quand même, hein, sans vouloir spolier, mais bon, c'est trop tard. Et peut-être que c'est son capital, il gagne un capital sympathie là-dedans, finalement, en n'étant pas si méchant que ça. Est-ce que pour vous, un bon méchant, il doit être un peu nuancé ou pas? Moi, j'ai un truc à dire. Hein, si, Vas-y, commence. Alors, justement, c'est très bien, c'est une très bonne question, parce que ça rentre en corrélation avec les deux catégories que j'ai faites tout à l'heure. Pour moi, un méchant qu'on aime bien aussi parce qu'il est méchant, il faut qu'il soit un peu duel. C'est-à-dire qu'il ait des failles. Par contre, le méchant qu'on déteste, lui, non. Il est pour moi sans concession. Et c'est aussi pour ça qu'on le déteste. Et d'accord, alors j'ai pas tout compris, donc au final, est-ce que oui ou non? Parce que tu dis, depuis tout à l'heure, tu dis oui et non. Ah bah parce Et que c'est... j'ai envie de dire, c'est un et en même temps. Et en même temps, c'est très à la mode ça. Et en même Parce temps. qu'en fait, ça dépend de la catégorie dans laquelle tu le ranges. Bah, méchant. Moi, c'est catégorie méchant. C'est-à-dire que... Oui, mais du coup, moi, je les range, je t'ai dit, dans une d'accord. catégorie de méchants qu'on déteste réellement et méchants qu'on kiffe. Un peu comme un anti-héros ou vraiment juste un méchant qu'on est ok d'apprécier? Bah, c'est-à-dire que, en fait, quand tu regardes, par exemple, les méchants qui sont dans la liste, là. Par exemple, prenons l'exemple d'Hannibal Lecter. Mhm. Hannibal Lecter, c'est une pourriture. Il est cannibale, mais il y a quelque chose qui nous accroche chez lui, c'est son intellect. Parce que, en fait, ce qu'on nous fait bien remarquer dès le début du film, c'est que c'est quelqu'un qui est extrêmement intelligent, qui est très cultivé, et au final, je dis pas qu'on peut, comment je pourrais dire ça? Admirer. Éprouver de la sympathie. Ouais, voilà, c'est ça. Mais en fait, il y a quand même une forme d'admiration par rapport à ce personnage. Voilà. Alors que le personnage que moi j'ai donné tout à l'heure là, du colonel, je sais plus comment là, lui non. Lui, t'as rien, t'as pas d'empathie, t'as pas c'est le méchant par excellence. Et du coup, bah voilà, c'est. Oui, non, oui. Vas-y, Caroline. Je sais pas. En fait, je regarde moi aussi la petite liste que j'ai faite et en fait, effectivement, bon, on peut trouver ça chez Hannibal Lecter. Après, moi, personnellement, non, parce que son côté intellect me dégoûte du coup, puisqu'il est au service de ce qu'il fait. Après, voilà, j'apprécie tout à fait le personnage comme ça. Mais tu vois, par exemple, tu prends un exemple très très classique. Tu prends Sauron. Oui. Genre l'incarnation du mal avec son œil qui regarde tout ça. Même lui, en fait, à la base, c'est une âme torturée parce qu'on lui a donné un anneau et il s'est fait avaler par le pouvoir et tout ça. Donc, en fait, tout a une substance finalement, je trouve. Non? Il y a des circonstances atténuantes, c'est ça que tu veux dire? Non, pas du tout. Je dis juste qu'il peut y avoir. Non. Nous, en tant que spectateur, on peut juste choisir en fait là où on veut voir le tourment intérieur en fait de ces personnages. Je dis pas que je valide. Hein. C'est pas bien,
Non, c'est pas bien, mais quand même. Moi, j'ai un peu après la même chose avec Michael Corleone. Enfin, on voit bien qu'au début, il revient, il a pas envie d'être dans les affaires, et puis finalement, ça lui tombe un petit peu dessus, parce que c'est son frère, là, il se fait un peu zigouiller. Mais il y a ça. Est-ce que vous avez d'autres méchants on va parler du style vestimentaire, les méchants les plus stylés selon vous, c'est plutôt qui? Alors, moi, j'ai une petite liste. Alors, le méchant qui a le plus de classe, je pense que c'est l'agent Smith, quand même. Petit costard, lunettes, placement de produits. Il est pas mal. On a Freddy Krueger avec, bon, certes quelques problèmes de peau, mais quand même un petit chandail bien tendance. Et Jack Torrance, là plutôt un côté un peu foufou, un peu artiste torturé, mais intéressant. Est-ce que vous en avez d'autres comme ça, des bien sapés? Le Joker dans le premier. Ah. Dans le premier Batman, avec son costume violet là. Tout à fait. Moi, j'ai un petit côté rétro. Je vais utiliser ma référence de La Nuit du Chasseur. Ah. Vous l'avez vu? Oui. Non. Et en fait, le personnage qui incarne justement le mal, en fait, s'appelle Harry Powell. Et il est habillé un peu comme, années 50, petit veston, chapeau avec un petit nœud noir, chemise blanche. Un personnage très vilain. Mais j'aime bien ce style. C'est Robert Mitchum, je crois. C'est Robert Mitchum, absolument, avec ses deux mains et sur lesquelles il y a tatoué Love et Hate. C'est ça. Qui montre ce combat interne sur faire le bien ou le mal. Mais la Nuit du Chasseur, considérée au même titre que Citizen Kane comme le plus grand film de tous les temps. Absolument, ouais. Non, j'ai adoré ce film. Ah. Voilà. À regarder, ceux qui ne connaissent pas. Très, très bonne référence. Écoutez, on va finir là-dessus. Merci pour cette découverte à l'ancienne. Maintenant, on va passer aux chroniqueurs vous répondent. Jingle. Vite, sauvez-moi. Je sais plus quoi faire. Je suis vraiment perdu. Donnez-moi votre avis. S'il vous plaît, j'ai besoin d'aide. Vite, aidez-moi. Les chroniqueurs vous répondent. Alors, les chroniqueurs vous répondent. Donc, on reçoit beaucoup de courriers à la radio, forcément, avec des gens qui ont un certain nombre de problèmes et donc ils font appel à vous pour un peu les éclairer. Là, on y va. Lettre de Tatiana, de Tatiana de Robespierre. Bonjour, j'ai écumé toutes les applis de rencontres sur Internet afin de trouver le bon. Enfin, j'ai trouvé une perle hier, du moins jusqu'à... j'arrive pas à le dire. Du moins jusque-là. Je me marie samedi, tout allait bien. On prenait un café, on discutait, et là, c'est le drame. Mon futur mari, sans gêne, sans sourciller, me dit texto, pour moi, George Clooney est le meilleur Batman. Selon vous, devrais-je vraiment me rendre à la mairie samedi? Quand elle dit qu'elle a trouvé une perle, c'est un mec, c'est pas un site de rencontre. Non, on a trouvé un mari, Okay. mais sauf que voilà, et visiblement, il trouve que George Clooney est le meilleur Batman. Non, c'est le pire. Alors, est-ce qu'elle devrait se rendre à la mairie samedi ou pas? Non, parce qu'il faut qu'elle essaye de faire comprendre à son homme que il est dans l'erreur. T'en penses quoi, Caroline? Simplement. Je pense que il faudrait surtout qu'ils se fassent toute la saga Batman ensemble, qu'ils commencent par Michael Keaton, tout simplement. C'est vrai. Et qu'elle fasse un choix réfléchi avec lui après avoir vu toute cette filmo. Ok, bon Tatiana, si tu nous écoutes. Message de Hervé Delila. Bonjour, je suis fan d'outillage et de maisons abandonnées. Je suis abonné à plusieurs revues avec les tests du nouveau matos. J'aime les outils à moteur particulièrement. J'ai vu récemment Massacre à la tronçonneuse et je reste fasciné par le modèle utilisé dans le film. Léger, maniable, il permet de tourner sur soi-même tout en balançant les bras. Connaîtriez-vous le modèle de tronçonneuse utilisé? C'est pas une Black & Decker. C'est pas une Black & Decker. Non, mais il peut toujours aller voir ce qu'ils ont chez Kiloutou. Ah. C'est une bonne réponse. N'étant pas moi-même. T'es pas bricoleuse, Si, mais j'ai pas de tronçonneuse. T'as pas de tronçonneuse, mais on a peu de tronçonneuses, C'est rare d'avoir. J'ai un fer à souder. Qui s'en servent pas pour découper des handicapés en fauteuil roulant comme dans le film. Ah oui, à un moment, il le poignarde, c'est vrai. Courrier de Indigo de Bagnolet.
Bonjour, je suis sceptique comme vous. Je crois que la Terre est plate, comme vous, sauf que, fan d'athlétisme depuis l'enfance, je commence à perdre patience. Comment, et je pèse mes mots, comment se fait-il que dans les films, une héroïne affolée qui s'enfuit en courant va toujours moins vite qu'un grand gars masqué avec un couteau qui marche? Pourquoi? Ne pensez-vous pas que cette façon de prendre, de voir les choses vient discréditer l'entraînement à la course à pied? J'aime beaucoup cette question. Et déjà, est-ce que vous savez pourquoi les femmes courent au ralenti, surtout dans les vieux films? Je ne sais pas. Pour que la caméra puisse suivre, tout simplement. Ah, d'accord. En fait, dans tous les anciens films, on voit que les femmes, quand elles courent, surtout tous les films comme les slashers, Halloween et tout ça, elles sont vraiment au ralenti, mais parce que la caméra suit pas. Parce qu'il faudrait que comment on appelle ça, Le rail. le rail, il aille super vite, et du coup, à l'époque, c'était au niveau hertzage de l'image, c'était pas terrible, je pense, tu vois. Donc, ils étaient obligés d'aller au ralenti. En fait, maintenant, quand tu regardes, souvent dans les films maintenant, les gens courent vraiment plus vite. Ah, donc c'est un détail technique. On peut dire un digo, donc c'est un détail technique. Oui, et puis maintenant. le côté un peu les femmes, tu sais, de l'époque. Enfin, à l'époque, on disait un peu, bon, les femmes, elles sont un peu bêtes. Au lieu de sortir de la maison, elles vont aller se réfugier dans une pièce. Tu vois, la bimbo des films d'horreur de l'époque, quoi. Ce qui est absolument pas vrai. Hein. Enfin, il paraît. Mais très bon détail technique, Yann. Lettre de Christian Jean-Michel. Bonjour, pourriez-vous me confirmer, afin que je puisse mettre fin à 30 ans de dispute familiale, pour savoir que lorsque l'on saute par-dessus un trou avec Mario, le fait de faire le mouvement avec la manette aide à sauter. Comme ça. Voilà, on a la radio, mais est-ce que vous pensez que quand on saute à Mario comme ça, est-ce que ça aide à sauter ou pas? Oui, moi je suis complètement d'accord. Oui. Non, sérieux, allez hop. Moi, je trouve que c'est un scandale. Non, vous êtes pas d'accord, mais on n'a pas le temps parce que on a 10 minutes. Courrier de Pauline de Boboche. Bonjour, je me suis fait vacciner hier et depuis j'ai fait la connaissance d'un certain Tyler Durden. Il est un peu taquin mais il est marrant. Selon vous, devrais-je répondre à sa proposition d'aller boire quelques verres? Car là, mon appartement vient de cramer et je dois prévenir l'assurance. Merci. Sans savonnette, alors. Je reste là, sur la réponse de Yann. C'est une lettre de Fight Club, bien entendu. Lettre anonyme. Salut, vous allez bien? C'est juste pour vous dire que dans le 6e sens, le psychiatre est mort depuis le début. Voilà, pour ceux qui l'ont pas vu, c'est bien fait pour vous. Bon, c'est pas très sympa. Courrier de Sylvain de Bagnolet. Je suis furieuse. Alors que les films ont tendance à se décliner en trilogie, en quadrilogie et autres postologies, rien ne semble prévu pour mon film préféré. Et pourtant, il fait partie des grands oubliés. Alors, je n'ai pas peur de le dire, Disney, à quand une suite pour le film Titanic? Un remake, quoi. Oui. Ah oui. Tu peux pas faire une suite à Titanic puisque Titanic il a coulé le bateau. Sauf si tu fais prendre aujourd'hui aux descendants de Rose un autre bateau, par exemple le Costa Rica. C'est drôle ça. Ouais, c'est comme ça qu'il s'appelle, non, ce bateau? Oui, celui qui s'est échoué. Ouais. Bah oui, voilà. Et là, ce serait un drame et voilà. Ce serait beau. Ouais, mais bon, désolé pour Titanic, hein, mais vu qu'il a coulé, on peut pas faire grand chose. Bah non. Non, trop tard. Titanic pour les poissons. Lettre anonyme encore. Bonjour, en fait, Dark Vador, c'est le père de Luke. Bon, faut que je trie un peu plus. Courrier de Mimi de la Cité de l'Espoir. Bonjour, par ce courrier, je voulais vous faire part de ma surprise. France Télécom, je ne vous félicite pas. Fan de Matrix depuis sa sortie, c'est avec plaisir que je regardais chaque jeudi son film le film sur la télé 16/9. Chaque scène me paraissait fantastique, surtout celle où Trinity parvient à s'extraire de la matrice par le téléphone d'une cabine. Or, comme par hasard, complot avec Big Pharma ou non, on ne trouve plus de cabine téléphonique dans les rues. Pourquoi? Pensez-vous que c'est une volonté de nous empêcher de nous réveiller et de sortir de la matrice? Morpheus, au secours. C'est évident. Complètement. C'est évident. Ça a été enlevé uniquement pour ça. Uniquement pour ça? Pas parce qu'elle servait plus. Juste pour ça. Moi, je m'en servais, hein. Moi aussi. Pour fuir les gens.
Ah, tu prenais le combiné comme ça? Ouais, je fais le geste, on est à la radio, mais c'est pas grave. Je vois qu'il reste 1 minute. J'ai un dernier courrier. Bonjour. Si jamais quelqu'un me lit, je cherche quelqu'un comme moi. Je me sens seul, isolé, voire rejeté. Serais-je le seul en France à Probotector, à contrat, à prendre la fameuse arme L plutôt que le S? Je jette une bouteille à la mer. J'ai pas compris la question. T'as parlé trop vite. Probotector, ça vous parle? Oui. Non. Ben voilà, il y a différentes armes. Il y a le L, le S, le F. Ouais. Mais il y a des gens qui Yann font répond, beaucoup de drogue, non? Non, je sais pas. En tout cas, les gens écrivent encore, non? La meilleure arme de Probotector et de contrat, c'est comme le S, quand même. Ouais. Pourquoi? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ah bah c'est le S. Voilà. De toute façon, le S, ça permet de quasiment faire 3 ou 4 tableaux sans continu. Et c'est quand même. Tout à fait. C'est la grande référence. D'ailleurs, on sait où ils sont les S. Après, on a le R, ce qui permet d'avoir les balles rapides. Bon, bah merci pour ces. Ouais, c'est Karate Kid. Je prends note. Bah merci pour ces indications, pour ces réponses. On va passer à la séance coup de cœur. Donc, jingle coup de cœur. Coup de cœur. Séquence coup de cœur des invités aujourd'hui. Qui veut commencer et défendre un peu son coup de cœur? Vas-y, Yann. Non, vas-y, je t'en prie. D'accord. Moi, je vais parler d'une bande dessinée qui est sortie il y a 1 semaine, je crois. Ça s'appelle L'Entaille et c'est dessiné et écrit par Antoine Maillard aux éditions Cornelius. C'est une bande dessinée qui est un slasher en fait, qui s'inspire des slasher movies. Est-ce que je dois réexpliquer ce que c'est? Tu peux. Ouais, vite fait. Hein. Bah, c'est comme les films comme Scream ou Vendredi 13 où voilà un personnage vient décimer de manière très vilaine tout un groupe de jeunes pour des raisons qui dépendent des scénarios. Et donc, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que déjà ce genre d'histoire soit transposé en bande dessinée. Et le dessin est vraiment super quali, très bonne qualité c'est au crayon, c'est tout en noir et blanc et du coup il y a tout un jeu de lumière dans le noir qui est vraiment flippant et qui retranscrit bien en fait cette angoisse qu'on a aussi dans ces films-là. Donc c'est une belle tentative et c'est plutôt réussi. Voilà. Est-ce que t'as un petit pitch de début, histoire qu'on ait un petit aperçu? Oui, ce sont 2 jeunes filles qui vont à une soirée. Elles sont pas hyper motivées, mais vu que c'est une petite ville, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Et en fait, elles passent le long d'un stade où elles voient un type qui traîne là sans bouger, dos à elles. Elles vont voir et après la suite, je vous le dis pas. D'accord, tu peux redire le nom? Oui, j'allais demander. Oui, ça s'appelle L'Entaille, comme une entaille qu'on fait avec une arme contondante. Enfin, une arme plutôt tranchante, pardon. Et voilà, c'est de Antoine Maillard aux éditions Cornelius. D'accord, merci Caroline. Yann, à toi. C'est noté. Alors, moi, dernièrement, j'ai regardé un film sur Netflix qui m'a bien plu, qui s'appelle The Call. Alors, il y a plusieurs films qui s'appellent The Call. Il y en a au moins 4, mais là, c'est un film coréen réalisé par Lee Chung-yoon. Bon, ça va parler à personne. Alors, du coup, c'est l'histoire d'une jeune fille qui rentre dans son ancienne maison après ne pas y être allée depuis des années. Et donc, elle s'y réinstalle. Et puis, il y a un vieux téléphone dans sa maison. Elle le reconnecte. Et puis, il se met à sonner. Et au final, elle a une autre jeune fille au bout du fil. Et elle se rend compte en fait que cette jeune fille à qui elle parle, c'est la propriétaire de la même maison dans laquelle elle vit, mais 20 ans plus tôt. Alors je sais pas si vous avez déjà vu Fréquence Interdite. Si, ça me dit quelque chose ça. Voilà. C'est avec la radio. Voilà, c'est ça, où un jeune parle à son père 20 ans plus tôt alors que son père est décédé. Et du coup, il fait tout pour essayer finalement de faire que son père n'ait pas l'accident qu'il est censé avoir 20 ans avant. Donc il essaye de le sauver. Là, on est un peu dans le même principe, sauf que la jeune femme qui lui parle 20 ans avant, il s'avère que c'est une tueuse en série.
Du coup, c'est bien, c'est en adéquation avec. C'est une tueuse en série et finalement, il va se passer des tas de choses assez sympathiques et le film est vraiment bien. Et la fin est comme je les adore, c'est-à-dire ça finit mal. Ouais, est-ce qu'on peut dire que tu dis là alors je te raconte la fin, mais bon, on verra ce que ça veut dire finir mal. Ah bah Bon. justement, ça, là pour l'instant, ça veut rien dire en vrai. Ah bah je sais, parce que comme il y a deux styles de méchants, alors Et donc ce film, tu peux redire le The Call, The Call. qui est peut-être écrit l'appel d'ailleurs sur Netflix, je sais plus. Ouais. Et c'est une production Netflix. Oui, je crois, ouais. D'accord. Et regardez des films coréens parce qu'ils ont un excellent cinéma. Ah oui, Vraiment. ça c'est sûr. Excellent. Est-ce que t'as d'autres films coréens, moi? Oh là là, plein. C'est vrai qu'il y en a pas. Moi, à part Old Boy, j'ai pas une grande. Autant j'étais un peu fan des cinémas japonais à l'époque, Ring, tout ça, mais bon, j'ai du retard quand même parce que ça date d'il y a 15 ans un peu, ça commence à dater. Ouais, c'est vrai, un petit peu, ouais. Mais vraiment, quand c'est écrit coréen, généralement, en plus en termes de thriller, policier, ils sont vraiment très forts. Très bien, donc The Call. Bon, bah écoutez, je pense que l'émission va bientôt se terminer. Je vous remercie. Oui, on va se dire au revoir tranquillement. Donc, bah merci Caroline, merci Yann d'avoir participé à l'émission. Avec plaisir. Avec plaisir, oui. Je rappelle que cette émission est diffusée tous les mardis de 22h à 23h sur Radiums, que vous pouvez joindre via Internet, mais via aussi des applications smartphone et Android, et retrouver bien sûr en podcast à partir de mardi prochain. N'hésitez pas à balancer les choses sur vos méchants préférés, sur le hashtag LRD3G, les rencontres du troisième geek. Voilà, c'est avec plaisir qu'on pourrait un peu nous parler de vos méchants préférés. Que dire d'autre? Remercier Franck encore pour la réalisation. Merci à nos invités. Alors, ouais, je t'invite tous les mois, Franck. Ouais, moi je suis là tout le temps. Moi. Désolée, j'ai coupé sur la fin, mais merci de m'avoir invité. Ah, mais c'est pas grave. Ça m'a fait très plaisir. Eh ben, je pense que il y aura peut-être une surprise à la fin pour la dernière émission de la saison. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne nuit et à bientôt sur Radiums. Voilà. Bisous. Au mois prochain. À bientôt. Salut. Vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps à partir d'une DeLorean? Pour voir grand dans la vie, quitte à voyager à travers le temps en venant d'une voiture, autant choisir une qui est de la gueule. Pourquoi vous n'êtes pas venu me voir?